Je m'imaginais vraiment, vraiment beaucoup de conférences, pas beaucoup de participation individuelle. Je pensais à j'ai pensé plutôt à un séminaire où ça allait être, pas du tout un dispositif participatif, mais plutôt des intervenants qui allaient nous parler, pendant, plusieurs heures et que ça allait se résumer à ça. Commencer l'année sur un événement où on se dit on connaît personne, sachant qu'on participe à l'événement, c'est pas simplement quelque chose auquel on y assiste. Là, on va être acteur de l'événement. J'avais un petit peu peur, sachant que le sujet c'était l'écologie, l'alimentation, etc. Donc des sujets sur lesquels je suis pas forcément éduquée, on va dire. J'étais très curieuse de voir aussi quelles rencontres on allait faire. Donc que ce soit des élus, que ce soit des scientifiques, qu'est-ce qu'ils allaient nous apporter. Mais je ne savais pas, par exemple, que ça allait aboutir à l'élaboration de propositions. Eh bien, ce lieu, la première fois que j'y ai mis les pieds, c'était lors de la première journée de la Convention citoyenne étudiante qui s'est déroulée au mois de septembre 2021. Donc, c'est le premier lieu où nous sommes arrivés et où les séances plénières ont eu lieu. Je pense que j'ai quand même la chair de poule. Ça me rappelle un peu le stress de la préparation, notre envie, notre souhait de bien faire les choses, de donner bonne impression. Ce lieu a été un lieu de discussion assez importante, un lieu de restitution aussi des travaux qui ont été faits en délibération. La note de l'aide européenne et internationale c'est la zone n'est pas disponible. Il y a la valorisation des moi je suis plutôt de savoir qu'à la fin d'un repas, j'envoie les enfants. C'est au moment de la conception du master, enfin du parcours et des cours que j'ai eu l'idée, et j'ai proposé à une collègue qui a été tout de suite partante, Sylvie Thoron, donc d'associer 2 séminaires et de monter une convention. Il y avait un groupe de travail dans lequel nous avons parlé entre autres, de transition écologique, comment l'UPEC pouvait s'engager dans une nécessaire transition écologique en son sein. Il y avait cette idée d'université engagée et de pouvoir faire des actions engagées et qui permettraient aussi d'avoir un pied avec le territoire, donc à la fois les collectivités, les partenaires. La Convention citoyenne, elle a été pensée sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat. Donc a priori, une Convention citoyenne, ça a déjà été fait. Une Convention citoyenne étudiante, il y a de nouveaux enjeux qui entrent en compte dans la mesure où on mobilise des étudiants et on mobilise une administration universitaire. Les étudiants, au lieu de leur parler des conventions citoyennes, là, c'est vraiment de les engager dans le processus en tant que concepteurs, conceptrices, organisatrices. Ils ont été formés aussi à la modération, à la restitution, en tant que participants. Ce n'est pas les mêmes étudiants qui ont eu tous ces rôles. Donc là, il y a vraiment un projet pédagogique. La gestion événementielle, la planification de projets, etc., c'est pas trop dans nos formations. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure sur les différents terrains qu'on fait ou dans le cadre de différents engagements. Et donc, il a fallu un peu, cadrer un peu tout ça, définir en fait les différentes étapes, apprendre à lister des tâches. Enfin, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes dans certains domaines, mais qui l'est moins parfois dans le domaine universitaire. J'ai commencé à travailler sur la Convention citoyenne étudiante en Master 1. Lors de la métadélibération. Donc, on a travaillé ensemble avec ma promo sur le dispositif, sur les modalités. Et donc, on a trouvé ça très intéressant. Après, c'était pas mal de travail, mais on l'a fait tous ensemble. On a mis en place les règles de vote,
le nombre de voix, on va dire, nécessaires pour retenir ou pas telle ou telle proposition. On a réfléchi ensemble également aux personnes qui vont nous aider, qui vont plutôt travailler avec nous sur les propositions pendant les 3 jours de la CCE. C'est un événement qui se prépare 1 an à l'avance. Donc on a le temps de voir les étapes et de voir que c'est de plus en plus concret. Un exemple tout bête, quand on obtient des financements, on se dit bon bah voilà, c'est un projet qui tient la route, c'est bon, tout le monde a validé. On a assez vite senti aussi un engouement, ou en tout cas un intérêt, un enthousiasme, même des personnes qu'on contactait. Enfin, c'est vrai que moi, Émilie m'avait parlé d'avoir les personnes de la Convention citoyenne pour le climat, et c'est vrai que elle a trouvé des personnes assez rapidement. Enfin, tout ça, c'était vraiment... Du coup, on sentait qu'il y avait un intérêt, des partenaires, des personnes extérieures, et ça, c'était vraiment positif, quoi. D'abord, j'étais très flatté d'avoir été invité, parce que je m'y attendais pas. Comme j'ai dit, et pour que les choses soient claires, c'est la première fois que je mettais les pieds à l'université. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 15 ans, pour aller travailler, et donc l'université, pour moi, c'était un monde plutôt inaccessible, très loin de mes préoccupations. Et quand je suis allé justement à l'université, donc en toute humilité, et je garde cette humilité-là, j'y suis allé pour témoigner, et je me suis rendu compte à quel point cette notion de citoyen avait besoin finalement d'être le plus partagée, parce qu'un étudiant, c'est d'abord un citoyen. On a un deuxième bloc de questions. Pourquoi une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que 40% suffit? Comment a-t-il été mesuré qu'il fallait une baisse de 40%? Normalement, dans une convention citoyenne, on a un mini-public tiré au sort. Donc là, on s'est écarté de cette condition minimale parce que c'était vraiment compliqué, encore une fois pour des questions administratives et pédagogiques, de tirer au sort des étudiantes de l'université. C'était plus simple d'associer cela à des cours. Je crois que c'est la première en France, peut-être la première en Europe. On a ce bel événement donc dans le sillage de la Convention citoyenne sur le climat qui va nous réunir 3 jours pour délibérer, pour échanger sur la question de l'alimentation. Il y aura peut-être aussi des innovations qui marqueront d'une pierre blanche cette longue histoire entre Fontainebleau et l'innovation. Cette Convention citoyenne est vraiment un premier pas majeur pour l'université vers la démarche que vous avez soulevée tout au long de cette matinée, qui est comment on redéfinit la démocratie aujourd'hui. Nous sommes là au cœur d'une école engagée, comme nous voulons l'être. Engagée dans les défis de société, et ces modalités décrivent une méthode, qui est au sens propre une méthode civique. S'informer, car nous croyons en la valeur du savoir scientifique et de la connaissance. Échanger, car ce savoir doit être partagé, débattu, critiqué, voire contesté. Et une fois que cet échange a eu lieu, chacun est en capacité, éclairé par les débats, de participer à la délibération. Cette manière que vous avez choisie de conjuguer individuel et collectif est au cœur même du projet démocratique, au cœur même des valeurs de notre école. La première chose qui m'a vraiment impressionnée, c'est le fait qu'on pouvait être au sein du théâtre de Fontainebleau, qui était juste magnifique, et le fait qu'on a pu rencontrer des intervenants comme Gilles Billen, qui a parlé de l'alimentation liée avec tout ce qui est agronomie, agriculture, et son discours m'a vraiment choquée, et jusqu'à aujourd'hui, je me souviens encore qu'il a parlé du fait que c'était tout à fait possible de faire une transition écologique déjà en arrêtant de manger de la viande tous les jours dans nos repas. Vous comprenez que ce que j'essaye de faire avec vous ici, c'est de développer une vision systémique de l'alimentation
en relation avec le territoire, en relation avec l'ensemble du système sur lequel vous aurez à agir. On a aujourd'hui une certitude que la qualité nutritionnelle de l'alimentation est corrélée, est liée à la diversité des aliments que l'on va consommer, et notamment des aliments végétaux. Les conférences du matin, on a appris pas mal de choses avec les différents intervenants sur des sujets comme l'écologie liés à l'alimentation, bien sûr. Mais franchement, il y a pas mal de choses à apprendre en même pas une journée, quoi. Donc c'était super, c'était intense, mais c'était super bien. Le public cible du Crous avant tout, c'est vraiment les 47% qui ont moins de 4 € pour manger chaque jour. Pourquoi ne change-t-on pas tout de suite ? Je vais essayer de vous l'expliquer avec mes petits moyens. L'Institut Paris Région a fait une étude concernant le mitage des terres agricoles. Si on continue à ce rythme-là, en 2050, il n'y a plus de terres agricoles en Île-de-France. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est pas facile comme on vous l'a expliqué. Il y a un gros problème au niveau des nitrates dans les cours d'eau qui sont principalement d'origine agricole, donc on est à 60%. Et au niveau du climat, il faut savoir un chiffre assez édifiant, c'est que une tomate qui pousse sous serre chauffée va émettre 8 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate cultivée en plein champ et en saison. On a eu vraiment des interventions de qualité. Je pense que c'était vraiment, même d'un point de vue connaissance, d'un point de vue apport, c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous, demain, ce que vous allez produire, vous allez le diffuser au niveau de l'université, vous allez le diffuser au niveau de vos familles. Et donc rien que pour ça, ça a du sens. Et je pense qu'il faut continuer à faire ce genre de démarche. Vous êtes aussi des citoyens et vous êtes d'abord des citoyens. Et c'est important, le citoyen a des droits et des devoirs. En tant qu'étudiant, vous avez beaucoup de devoirs, je crois. Mais en tant que citoyen, vous aussi beaucoup de droits. Et ces droits, c'est à vous aujourd'hui à les construire avec le travail que vous faites aujourd'hui. C'est aussi un bon moment de pouvoir échanger avec des personnalités autres que des personnalités qu'on peut voir habituellement, nous, en tant qu'étudiants en sciences politiques. Je pense notamment à l'association de la Cour Cyclette qui est venue nous faire pas mal de conférences et nous parler du coup de comment construire une association, comment monter un modèle associatif qui puisse avoir, comment monter une association qui peut avoir un modèle économique viable, des choses comme ça qu'on n'apprend pas forcément dans les amphithéâtres. À la fois, nous avons donc proposé les pauses déjeuner, petit déjeuner et pause café aux étudiants et aux participants à la convention pendant tous les 3 jours. Et également, je suis intervenue également avec les personnes qui m'accompagnaient dans les ateliers de réflexion. Il y a une super harmonie, tout le monde s'est mélangé, donc c'était vraiment génial d'avoir cette opportunité-là, de se découvrir en fait, de se rencontrer, de découvrir même des enseignants qu'on avait pour la plupart eu à distance en Zoom, mais qu'on n'avait jamais rencontrés en physique. C'était assez plaisant de se dire que le travail qu'on allait fournir, ça allait aboutir à l'élaboration de propositions, qu'on allait pouvoir discuter avec les différents acteurs publics, les collectivités territoriales, les universités, même le Crous, et de pouvoir être écouté et de peut-être faire changer les choses, si ce n'est pas pour moi ou pour nous, mais pour les autres, c'était vraiment très gratifiant et j'ai trouvé ça génial. Les étudiants se sont mis à discuter entre eux et ils avaient le temps et c'était par différentes étapes. Donc il y avait une prise en main du sujet, de l'alimentation, et après un travail de plus en plus fin sur les mesures proposées. Et de voir ce processus-là, avec la prise de conscience de l'importance du sujet qui se faisait au fur et à mesure, je pense que c'était des moments extrêmement intéressants. Des gens qui expliquent, il y en a plein, que ce soit dans les médias ou dans des cours ou dans des conférences, etc. Les explications ne manquent pas. Ce qui est important, c'est que tout un chacun puisse s'approprier le sujet. Moi-même étant dans une précarité étudiante, c'était vraiment des sujets qui me concernaient particulièrement. Donc j'ai trouvé ça bien de me sentir pas seulement écoutée, mais aussi pas seule, parce que je me rendais compte que c'était le cas de beaucoup d'étudiants, de ne pas savoir
comment gérer l'aspect alimentaire lors de leurs études. Ces événements-là nous rappellent que qu'on a un savoir dont on n'est pas conscient. Et du coup, j'ai pris conscience que du coup, je savais des choses à ce sujet, mais j'ai appris encore plus de choses. C'est toujours reposer des questions, c'est-à-dire que justement, plutôt que d'être en explication, de poser les questions aux étudiants. C'est quoi ton problème à toi ? Toi, comment tu manges ? Où est ta nourriture ? Est-ce qu'elle est près est-ce que le Resto U, il est à côté de ton campus ? Est-ce que ta nourriture te convient ? Est-ce que tu manges ce que tu as envie de manger ? À la fois, on avait quelque chose d'un petit peu vertical, c'est-à-dire un savoir qui venait à nous et qu'il fallait comprendre pour ensuite débattre l'après-midi. À la fois des échanges plus horizontaux, donc là, c'était entre les élèves et avec les modérateurs. La parole était donnée aux étudiants. Il y avait vraiment aucun professeur ou personnel de l'université qui était impliqué dans ce dispositif de participation, et c'était vraiment des étudiants tous ensemble qui essayaient de répondre à une question qui les concernait. Voilà, de pas se laisser embarquer justement, de se sentir mieux équipé pour pouvoir débattre d'un sujet complexe sur lesquels ils ne se sentaient pas légitimes 2 jours plus tôt. Et donc de vouloir vraiment rester autonome et de garder la main sur les débats par la suite. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une très très bonne expérience. Donc on a distingué 3 groupes, donc l'assemblée plénière, les groupes thématiques au nombre de 4 et 3 sous-groupes par thématique, donc en tout 12 sous-groupes. Il y avait à peu près entre 9 et 12 étudiants par sous-groupe, et à chaque fois, pour que les restitutions soient facilitées, on a mis en place un certain nombre d'outils, non seulement pour faciliter les restitutions, mais aussi les échanges entre les étudiants. On était avec des gens qu'on connaissait pas forcément, donc ça permettait d'apprendre à connaître les personnes qui étaient avec nous. Et en plus, ça nous a permis de pouvoir participer à un vrai débat avec des gens qui ont carrément des idées opposées, de vraiment défendre ces idées. Moi, j'étais dans le groupe production, et à partir de là, on a commencé à discuter de propositions, et c'était vraiment très ouvert, très large, et c'était vraiment intéressant de pouvoir voir les avis qui étaient complètement différents au sein des groupes. Il y avait aussi 2 modérateurs avec nous, et ils étaient là pour nous aiguiller par rapport à notre pensée qui n'était pas vraiment structurée. Ils nous aidaient vraiment à essayer d'émettre une proposition à la fin de nos débats. En tant que facilitatrice, j'ai suivi une formation de 2 jours par Open Source Politics. En y allant, je ne savais pas forcément à quoi m'attendre parce que je n'avais jamais facilité. Et c'était vachement important finalement pour me sentir prête pour ce rôle. Le plus dur à faire, c'était de recadrer les discussions, parce que des fois, ça part dans tous les sens. D'essayer de maintenir, on va dire, un peu les choses en règle, parce que des fois on a des discussions bilatérales, de mobiliser les personnes qui s'abstiennent et qui veulent pas participer, qui sont timides, qui manquent de confiance en soi, de ne pas de rester neutre et de ne pas influencer aussi la vie des autres. Et ça, c'était également très très dur, parce que des fois, on a vraiment envie de donner son avis, de proposer, voilà. En fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était des différentes promos. Donc, par exemple, il y avait aussi des licences 1, donc tout jeune, tout frais sorti du bac, et moi qui ai tendance à prendre facilement la parole. Et donc, ça a été un exercice, mais dont tout le monde a pris conscience. Et c'est pour ça que je trouvais qu'on avait vraiment un chouette groupe, qui était de laisser à chacun la place pour sa parole et de la considérer de la même manière que celle de n'importe qui d'autre. Franchement, dans mon groupe, il y avait quand même pas mal d'ententes, mais il y avait quand même des gens chaque fois, dont moi. J'étais tout le temps, je me disais, bon, même si on va contre tout le monde, c'est pas grave. On essaie d'imposer nos idées, de dire non, ça c'est pas ce que je pense, pourquoi.
Et parfois, on a passé énormément de temps sur des petits détails. Et ça, c'était vraiment... c'est assez houleux à un moment. Mais dans notre groupe, en tout cas, au bout d'un moment, c'est quand même, ça s'est facilité et on a pu proposer facilement. Mais au début, c'était assez compliqué parce que tout le monde n'avait pas la même opinion, quoi. Parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'une personne qui a une personnalité entre guillemets forte, donc qui prend la parole de manière aisée et très souvent dit une chose, que tout le monde hoche un peu la tête autour de la table et que du coup, quelqu'un qui est une idée contraire ne se sente pas forcément à l'aise pour dire non, je suis pas du tout d'accord. Et au contraire, il faudrait que tout le monde participe. Il faudrait qu'il y ait des contradictions parce que c'est comme ça. C'est en arrivant à un véritable débat qu'on arrive à une véritable discussion et qu'on peut peser le pour et le contre dans certaines propositions, proposer autre chose, proposer mieux, proposer quelque chose qui prenne en compte 2 ou 3 ou 5 points de vue différents. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de calme, de respect, d'écoute, de prise en compte de la parole de chacun, ce qui est évidemment hyper intéressant. Donc tout ça m'a beaucoup impressionnée, m'a inspirée en me disant que finalement le débat, ça pouvait être quelque chose effectivement de très serein. Pour faciliter la délibération des sous-groupes, on a utilisé ce qu'on appelle des Idea Development Sheets, qui sont des feuilles de développement d'idées, qui viennent du Polysyllab, mais qui ont été adaptées à Taïwan et qu'on a adaptées, nous, pour notre cas, et qui sont en fait des grandes feuilles sur lesquelles on colle des post-it de couleurs, chaque couleur correspondant à un type d'argument. Donc, que ce soit une donnée, un fait, une problématique, une réponse potentielle à une problématique, etc. Donc on a utilisé ça et ça permet en fait aux étudiants de ne pas revenir sur des choses qui ont été discutées il y a 1 heure ou il y a une demi-heure, de permettre de cartographier le débat. On a fait donc un espèce de grand tableau avec des post-it pour expliquer quels étaient les problèmes de la consommation des étudiants, etc. et pour l'écologie. Et à partir de ça, on a monté des propositions pour essayer de trouver en fait des solutions à ces problèmes-là qu'on avait. Et donc les propositions se sont découpées en plusieurs parties. Donc il y avait le but de la proposition, quels acteurs il fallait quémander pour nous aider à le faire, etc. Donc plein de petites sous-catégories qu'on devait mettre en place pour construire une vraie proposition. Ils nous ont vraiment aidés à après bien formuler ce qu'on voulait dire, à aller au bout de ce qu'on voulait dire de notre argumentation. Et c'est là où je pense que le débat et l'idée est devenu une proposition concrète. On va vraiment noter que les mots-clés. Donc il fallait faire ce travail de filtre, de sélection, bien choisir ces mots-clés. Et il fallait également se rappeler de tout ça pour la restitution. Donc ça, c'était quand même un exercice... pas simple. On a essayé justement d'être le plus concrète possible dans des applications de nos idées. De commencer par une enquête pour plus de transparence sur le Crous. La mise en place d'une AMAP au sein de la fac. Ce serait la mise en place d'un frigo solidaire. Donc c'est évidemment pour éviter le gaspillage alimentaire. La rédaction d'une charte dictant les engagements du Crous. Et sur les 3 jours, du coup, à la fin, on est bien fatigué parce qu'on a bien bossé. Mais en même temps, on est content d'avoir pu monter des propositions ensemble, avoir fait des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé faire. Par exemple, monter sur scène pour expliquer nos propositions à des gens des décisionnaires, on va dire, de nos vies quotidiennes. On a essayé de faire en sorte de prendre des mesures qui allaient pouvoir être mises en place assez rapidement ou alors d'accueil de nouveaux étudiants. Généraliser le meal prep. C'est d'avoir des cours liés à vraiment comment faire transitionner écologiquement notre société et qu'on ait vraiment des cours de ça concrets. On a beaucoup bossé, on a beaucoup débattu, on a pu répondre du coup à la cause qu'on a portée par des propositions et des projets ambitieux. On a appris également. Du coup, de partir sur la création du contrat local de santé. On s'est dit que ce serait bien de faire un jardin coopératif. On s'est dit pourquoi pas faire une sorte de partenariat avec le Crous et l'UPEC et en même temps avec les producteurs locaux. On voulait vraiment valoriser les actes éco-citoyens, notamment sur la question des déchets. Mettre en relation avec ces
Alors il y a eu plusieurs étapes parce que les propositions ont été formulées au terme des 3 premiers jours de lancement. Ensuite, elles ont été mises en ligne sur la plateforme Decidim. Et sur Decidim, c'était surtout des étudiants et des étudiantes qui formulaient de nouvelles propositions, commentaient, amendaient les premières. Mais en fait, on avait déjà l'assesseuse environnement, des associations, des collectivités territoriales qui interagissaient sur les propositions sur la plateforme. Ensuite, au moment de la clôture, il y a une synthèse qui a été faite par les étudiants et les étudiantes et des réactions par toutes les parties prenantes et justement ces décideurs, décideuses. Et suite à ça, on a eu un nouveau volet de délibération et puis des modifications des propositions. Donc ça a permis, pendant les 2 mois un peu plus lâches, de continuer à nourrir le travail qui a été fait pendant les 3 premiers jours. Mais ça, c'est parce que justement, on ne pouvait pas avoir des rencontres plus régulières en présentiel. Pendant quelques temps, les personnes pouvaient échanger sur cette plateforme. Moi, j'ai essayé de participer, de relancer les personnes qui se posaient des questions, notamment sur les propositions que j'avais élaborées, parce que c'était celles auxquelles j'avais participé. J'ai soutenu, commenté, critiqué, enfin essayé de rentrer dans un débat avec les personnes qui avaient émises les autres. Ce qui était vraiment très intéressant, je trouve, c'était la réponse soit des acteurs publics, soit des associations qui travaillaient déjà sur ces thèmes. Et là, on a pu voir que peut-être notre travail était soit trop ambitieux, soit justement qui s'implantait vraiment bien dans le travail dont les acteurs avaient déjà ils avaient déjà un pied dans tout ça, ils avaient déjà commencé à travailler sur les choses dont nous, on avait aussi parlé dans les propositions. Donc c'était vraiment intéressant de voir cette réponse et de voir que ce qu'on avait fait, ça pouvait devenir un jour concret et réalisable. Lors de la clôture, en fait, lorsqu'on a commencé à finaliser certaines propositions, on n'a pas pu faire l'ensemble des mesures qui avaient été esquissées. Mais le peu qui ont été retravaillés, les étudiants ont pu aller beaucoup plus loin et c'était extrêmement intéressant. C'était un moment très important et très crucial, on va dire, puisqu'il fallait voter, il fallait convaincre. Et j'avoue que je suis pas la plus à l'aise à l'oral, surtout quand il faut des fois improviser parce qu'on sait pas quelle question peut être posée, qu'il fallait défendre et qu'il fallait surtout rester fidèle à tout ce qui a été dit, débattu et discuté en fait. On s'approprie la complexité, on l'accepte et on essaie d'en sortir quelque chose d'opérationnel, de concret. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant, parce que finalement, on part d'un magma un peu diffus de connaissances qu'on regroupe, qu'on rassemble, qu'on synthétise, qui finit par arriver à des propositions qui sont extrêmement concrètes et qui peuvent être confrontées aux expériences du quotidien et aux acteurs du quotidien des systèmes alimentaires. Le tournant de la convention, il se trouve là. Comment est-ce qu'on va appliquer toutes ces mesures-là qui ont été votées? Donc a priori, c'est bon, tout le monde est d'accord. On a envie de faire ça. Ok, comment? Qu'est-ce qu'on fait de ces propositions? Est-ce qu'on les prend au sérieux ou pas? Et est-ce qu'on transforme l'essai avec les propositions? Ou est-ce que justement, c'est considéré, entre guillemets, comme étant des propositions peut-être moins dignes d'intérêt, entre guillemets, parce que ça vient des étudiants, des étudiantes? En tout cas, j'espère qu'elles vont aboutir. En tout cas, à l'échelle de l'UPEC, c'est quand même 40 000 étudiants, donc c'est énorme. Donc si ça pouvait aboutir au moins 1 ou 2, on serait fiers. À côté de ça, avec l'emploi du temps qu'on a et le fait qu'on soit sur d'autres sites que le site principal de l'Université de Créteil, ça rend les choses tout de suite très compliquées. Et là, on est sur des questions d'ordre organisationnel et je trouve que c'est un peu dommage que ça n'ait pas été discuté avec nous, en concertation, parce qu'on nous a vendu la fin de la CCE et donc beaucoup d'étudiants aussi se sont dit c'est bon, on est débarrassé, c'était un cours, c'est fini quoi. Ces étudiants, ils sont pas là pour le long terme.
4 ans, 5 ans plus tard, ils sont plus là. Et donc, s'il n'y a pas eu une relève qui a le même feu sacré, la même envie, la même motivation pour faire le truc, hein, il y a des très très beaux projets dans les universités qui tombent à l'eau parce que en fait, il n'y a plus cette énergie qui est apportée. Donc en fait, que ça soit des raisons diverses et des acteurs divers, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner. Même une idée très bonne, c'est pas forcément une idée qui va être mise en place. Et après, on parle effectivement des contraintes réglementaires, des difficultés, on va dire, financières et économiques à mettre les choses en place. Ces propositions, en quelque sorte, ne peuvent pas s'imposer, je veux dire, à nous, au sens où il faut qu'il y ait une position démocratique, un examen démocratique de ces propositions. Voilà, je dirais, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a effectivement tout un processus de validation. De même, un budget... C'est ce qu'on a dit aux étudiants aussi quand on les a conseillés. Un budget, il est fait à l'avance pour la ville. Donc, en fait, des lignes budgétaires, ça se prévoit là aussi pas au tout dernier moment. On peut pas dire, bah tiens, on va inventer une nouvelle ligne parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est du temps long, en fait. Ça peut paraître long aux étudiants, mais en fait, c'est le fonctionnement démocratique qui s'accompagne de ce temps de réflexion, de validation et de mise en œuvre. Il faut porter la voix, il faut dire, voilà, les étudiants, dans tel contexte, ont fait cette proposition, voilà pourquoi ça fait du sens. Il faut médiatiser, il faut que ça se sache. Ne serait-ce que s'il y en a 1, 2, 10 qui arrivent à terme, eh bien ça dira à d'autres universités ailleurs, en France, en Europe, à tel endroit, ils l'ont fait. Et ils ont réussi. Et oui, ils ont eu des obstacles, c'était ça, et ils les ont contournés de telle et telle façon. Il faut se rapprocher des décideurs et il faut dialoguer avec eux, il faut essayer de leur faire comprendre l'intérêt finalement de ce qu'on fait, l'impact éventuel de ce qu'on voudrait faire, parce que finalement on a tous à y gagner. Et ça, c'est important de le faire ressortir. Et cette convention a eu pour objectif d'agir sur l'ensemble de la chaîne de production alimentaire par des propositions concrètes, discutées et votées de manière démocratique et horizontale à travers 4 thématiques que sont la production, l'approvisionnement, la consommation et les déchets. Et en effet, c'est cette multiplicité d'acteurs et cette nécessité de connaissances variées et techniques qui ont fait de cette convention l'affaire de tous. Et ces actions, elles vous y incluent vous, cher président, et vous, mesdames et messieurs. Et les changements auxquels nous aspirons ne pourront pas se faire sans votre soutien. Et c'est la raison pour laquelle nous nous tenons tous aujourd'hui face à vous, afin de vous exposer les propositions qui ont résulté de cette convention. La proposition serait surtout de réfléchir à comment transformer, élaborer de nouveaux enseignements qui permettent donc à la fois une reconnaissance de l'engagement des étudiants donc dans des actions de développement durable, de transition écologique, donc de valoriser ces actions-là dans le cursus universitaire des étudiants, mais également donc organiser différentes conférences, séminaires donnés par des professionnels, donnés par des experts. Là, c'est vraiment inscrire dans la continuité et pérenniser tout cet engagement et cette formation autour de ces différents enjeux. Cette charte, elle a évidemment initié ma collègue. Du coup, d'autres propositions qui ont pu ressortir durant cette convention, c'est le traitement des déchets, c'est-à-dire d'installer des poubelles de tri, en commençant par le campus centre de l'UPEC, c'est-à-dire ici. Et en effet, en rendant obligatoire le recyclage de tous les objets en plastique, ainsi que de supprimer tous les objets tous les plastiques à usage unique, permettrait de réduire considérablement l'impact carbone. Donc l'objectif sera de créer un lieu dédié à la vente à bas coût, voire également à la donation. Et ce lieu, pour le coup, serait entretenu également par les étudiants volontaires et par certaines associations étudiantes. Il est très, très important de mettre en lien le tissu associatif lié donc à l'aménagement de cette épicerie. Sur l'épicerie solidaire, ce sera l'occasion d'en rediscuter puisqu'il y avait aussi un projet d'épicerie solidaire au campus centre et que du coup je ne sais pas si ce sera le format le plus pratique entre guillemets puisque l'épicerie solidaire c'est un cadre particulier. Un élément bloquant par rapport à d'autres pays qui peut être accompagnant, c'est le Crous. Le Crous, quelque chose qui aujourd'hui quand même est un truc qui vit sa vie quoi. Ça ne peut pas être du système parce qu'à un moment donné il va y avoir un congélateur qui va tomber en panne, quelqu'un va le remettre en marche, ou il se remet en marche tout seul, et puis ça va être
des ruptures de froid, etc. Et pour une épicerie solidaire, il faut du stockage, tout ça, c'est compliqué. Ça sera peut-être plus facile à Fontainebleau, peut-être, mais... Oui, parce qu'il y a l'étage. Voilà, c'est peut-être plus facile. Il va y avoir le stock. Voilà. Si on arrive à avoir suffisamment de choses à partager, à ce moment-là, on peut peut-être se permettre d'ouvrir. Et justement, en fait, si jamais on est amené à déployer une Agorae sur l'UPEC, on doit respecter le modèle économique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse assurer une coordination d'ensemble et qui ne soit pas simplement la personne voilà, qui à chaque fois se retrouve à porter tous les dossiers voilà, parce qu'elle est sympa, quoi. Ça veut dire qu'autour du pilotage, il y a un groupe, hein. Sinon c'est mort. Hein. Genre quelques jours avant ou une semaine avant la semaine verte, expliquer pourquoi on fait ça, les enjeux derrière ça. Alors oui, c'est un dispositif qui doit diffuser, qui ne peut pas rester qu'une expérience ou un projet expérimental. Je crois qu'il a plutôt d'ailleurs réussi. Il se décline maintenant en actions. Ces actions doivent se porter au niveau plus large de l'ensemble des partenaires de l'université, en particulier les composantes, hein, qui sont aujourd'hui le cœur même des dispositifs de cette université, à travers des éco-délégués, ça a été cité, à travers un média. Je pense qu'il y a un média qui pourrait diffuser très largement cette culture autour du développement durable, de l'alimentation, et donc ça peut se décliner en innovation, en vraie innovation pour une université. Ce qui me semble important jusqu'à présent, c'est vraiment l'engagement que peut provoquer ou que peut nourrir en fait ce type de démarche. Le fait de se découvrir une cause à porter, par exemple. Je dis pas que tous les étudiants se sont découverts une cause à porter à travers ça, mais peut-être que certains, ont découvert, ont été touchés ou affectés par des enjeux qui sont pas toujours faciles à saisir et auxquels on n'a pas toujours accès facilement. Il y avait vraiment un noyau dur d'étudiants et d'étudiantes très motivés et très engagés qui, par ailleurs, ont choisi de se mobiliser sur les propositions de la Convention dans le cadre d'autres cours, de projets, d'engagements associatifs nouveaux, de recherche de stages ou d'emploi. J'ai eu un éveil écologique, en fait, aussi grâce à cette convention. Et après, ça a continué grâce à mon stage à l'agglomération de Fontainebleau. Et aujourd'hui, je dirais que oui, il y a un après parce qu'aujourd'hui, l'alimentation est importante pour moi. Aussi au niveau de ma sensibilité par rapport à tout ce qui est question écologique, c'était quelque chose auquel je prêtais attention, mais je m'étais dit, à mon échelle individuelle, qu'est-ce que je peux vraiment faire ? Et là, d'avoir des propositions concrètes, de voir que peut-être des étudiants vont nous rejoindre, qu'on ne sera pas forcément seul à mener ce combat, c'est vraiment... c'est vraiment utile. Moi, en tout cas, je sais que beaucoup de choses que j'ai appris dans cette CCE, je les mets en application dans ma vraie vie. J'utilise maintenant un compost, des petites choses comme ça qui changent les... à mon niveau, ça change quelque chose, mais j'espère que ça impactera le reste. J'ai acquis énormément de connaissances sur des thématiques qui, effectivement, me tenaient à cœur, mais sur lesquelles je n'avais pas forcément l'opportunité d'avoir l'avis ou les conseils de professionnels qui ont pu nous expliquer leur démarche et leur savoir. Donc oui, effectivement, je suis sorti grandi de cette expérience. J'ai appris beaucoup de connaissances vis-à-vis de l'alimentation, de tout ce qui était agriculture biologique, ce qui se passe en ce moment chez les agriculteurs, leur situation financière et au niveau de la production aussi, comment ça se passait. Les circuits courts, tout ce qui va être relation entre les petits commerçants, mais aussi avec les producteurs locaux, que ce soit maraîchers, tout ça, donc toutes ces connaissances-là. Et j'ai appris aussi comment synthétiser des propositions pour ensuite les rendre applicables politiquement. Ça, ce qui est super important, vraiment essayer de synthétiser, que ce soit clair pour tout le monde. Donc je pense que ces deux aspects-là, il y a aussi le débat forcément, défendre ses idées, défendre ses opinions,
proposer devant des gens, prendre la parole devant un amphi plein. C'est des choses nouvelles que j'avais jamais faites et que maintenant je possède. Du coup, je suis assez fier de ça. Ça m'a vraiment permis de débloquer. Enfin, j'étais quelqu'un d'assez timide, de réservé. J'avais du mal à prendre la parole. Et là, le fait de pouvoir parler plusieurs fois avec des gens pas forcément, qui ne sont pas forcément des amis, de prendre la parole sur scène, ça a vraiment aidé à débloquer cela. Ça nous a permis de monter en compétences et en connaissances, hein, parce qu'on a quand même géré un projet. On a échangé avec des spécialistes d'autres domaines. Ça nous a appris à faire du montage de projet avec une approche beaucoup plus globale que ce que les cours peuvent habituellement nous proposer. Travailler vraiment sur le concret dans un temps réduit pour pouvoir ensuite proposer des solutions qui puissent être applicables aussi bien à court qu'à long terme. Pour ma part, un des gros bénéfices a été finalement cette formation à la facilitation, parce qu'un rôle de médiateur, on en a toujours besoin dans les négociations finalement, et à toutes les échelles, qu'il s'agisse du privé, des organisations internationales, finalement, c'est vachement important de pouvoir confronter les idées. On a conçu ensemble la Convention citoyenne. Dans une autre matière, par exemple, on a appris à monter. J'ai appris à monter une vidéo, un petit documentaire. Sur un autre, on a fait, par exemple, des enquêtes journalistiques. Donc, ça nous sort un peu de l'école traditionnelle, classique d'apprentissage, en fait. Tout ça, c'est nouveau. On découvre vraiment vos demandes, vos propositions. On y donnera bien sûr suite, mais je ne suis pas seule à décider, bien sûr, seule à mettre loin de là. On avait la volonté de mettre en place des paniers bio à destination de l'EEP, donc l'École internationale d'études politiques, pour les étudiants et les étudiants notamment les plus précaires. Comme vous le savez, la crise sanitaire n'a pas arrangé la situation des étudiants et on s'est rendu compte que beaucoup de nos camarades souffraient de fins de mois difficiles, notamment pour s'alimenter. Et en fait, on aurait besoin de votre aide pour peut-être nous mettre en relation avec des producteurs locaux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Que là, pour 20 paniers, on a trouvé. On a pris contact avec un producteur qui livre au bar du coin. Et donc là, le projet tient. Et vous savez s'il peut répondre à ces besoins-là de façon très régulière tout au long de l'année, si les productions, enfin en tout cas ce qui est, j'imagine, cultivé, etc., est pérenne tout au long de l'année, s'il faut justement différents producteurs pour que, j'en sais rien, moi, il y ait des pommes à l'automne, que ce soit plus des légumes de saison sur l'été. Enfin, est-ce qu'il y a ce besoin-là aussi, ou est-ce que généralement... En fait, ce que j'ai vu, il n'y avait que des légumes, donc pas de fruits. Donc là, ça peut être intéressant de diversifier, mais on ne sait pas encore, on n'a pas répondu à toutes ces questions-là. Le premier projet que je vais vous présenter consiste à mettre en place un système de consignes afin de tendre vers le zéro déchet. Le but étant d'éviter l'achat de produits ultra transformés nocifs pour la santé, en proposant de fournir des contenants, idéalement en verre et donc réutilisables, aux étudiants pour les inciter à cuisiner. Ils pourraient récupérer ces contenants en début d'année et les rendre à la fin de l'année. On pourrait également, chaque étudiant pourrait décider de contribuer à l'achat d'équipements pour les prochains étudiants. C'est un système déjà mis en place dans d'autres pays. Et donc le choix devra se faire en fonction de la taille des locaux, de la disponibilité du personnel. Enfin, on se heurte toujours un peu à la même difficulté, qui est celle d'arriver effectivement avec son contenant en verre, mais de pouvoir répondre positivement aux normes d'hygiène, etc. En tout cas, voilà, on espère pouvoir continuer à travailler avec vous, à réfléchir ensemble en fait sur tout ça. Vous arrivez en plus pour la plupart sur un territoire nouveau, donc c'est important que ce lien par ce biais-là, mais peut-être
certainement, et je l'espère dans l'avenir, par d'autres sujets, parce qu'il n'y aura pas que l'alimentation, et puis ça sera bien plus vaste. C'est comme ça que ça se construit, c'est comme ça que les liens, les relations se tissent, que le réseau arrive à se mettre en place. Donc bien évidemment que oui, on sera présent pour répondre à tout ça. Ce qui est important, c'est qu'on se donne un rendez-vous peut-être de façon régulière, d'ici quelques semaines, quelques mois, pour voir comment nous, on a mûri vos idées en termes d'accompagnement, comment vous avez continué à travailler aussi les sujets et ce qui a pu avancer dans peut-être les idées, les contacts qu'on vous a soumis aujourd'hui. Ce que va apporter d'original la Convention citoyenne, c'est une idée qui va être légitime. Elle a une légitimité par le processus lui-même. Et donc on peut espérer, du fait de cette légitimité, qu'un jour, effectivement, elle soit reprise. Mais peut-être loin de là où elle a été prévue au départ. La place de l'étudiant n'est pas bien définie. Et cette approche, justement, de l'intégration de l'étudiant dans la transformation de l'université doit faire maintenant partie également des missions de l'université. C'est vraiment un bon moyen de redonner en quelque sorte le pouvoir à ceux qui vont faire l'objet de politiques publiques, par exemple. Ça fait un moment que j'ai pas, on va dire, participé, que j'ai pas pratiqué mon droit, que je me suis pas sentie en fait citoyenne. Je suis pas une citoyenne française, je peux pas voter, il y a des choses que je peux pas faire, mais cependant, au sein de mon université, au sein de ma communauté de l'université de Créteil, j'ai pu exercer ce droit-là. J'ai pu m'exprimer librement, proposer, participer au changement, j'ai pu voter. Je me suis sentie un peu privilégiée de pouvoir enfin mettre en œuvre ma citoyenneté, parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je suis majeure et que je peux exprimer ma citoyenneté. Et là, c'était la première fois que j'ai vraiment pu mettre ça en œuvre et que j'avais vraiment l'impression de faire partie d'un changement. Personne ne sait mieux ce dont a besoin un groupe que le groupe lui-même. Lorsque je pense, par exemple, à ce qui a été dit par les étudiants, effectivement, ils parlaient de leur vécu, finalement, et ils ont proposé des solutions par rapport à des problèmes dont ils sont les principaux impactés. Et donc, je pense que aujourd'hui, moi, je perçois la délibération comme incontournable, finalement, à une véritable démocratie, parce que il faut demander aux gens ce dont ils ont besoin. Il faut demander aux gens ce dont ils ont besoin. Parce qu'on ne peut pas le savoir si on ne leur pose pas la question. On a vu que ça intéressait aussi beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on le pensait, alors que pour l'instant, lorsqu'il y avait des expériences de participation collective, type par exemple le budget participatif de l'UPEC, les étudiants ne sont pas du tout concernés par cette chose. Donc peut-être que le retour au présentiel, justement, à l'échange concret, peut être un nouveau moyen de mobilisation pour engager une transition réelle sur des sujets de société. Même si on pense que c'est pas possible, on est capable de s'écouter et on l'a bien vu avec les étudiants et ça c'était vraiment très touchant et voilà, c'est quelque chose que je retiens et on est encore désumés. Et je pense qu'on est dans une crise de la démocratie représentative et qu'il faut trouver donc plein de solutions et ça passe par là, en tout cas il faut au moins essayer d'expérimenter. Donc je m'intéresserai toujours à ce genre de choses parce que c'est essentiel en fait pour trouver des solutions aux problèmes qu'on vit nous en tant que citoyens et pas seulement en tant qu'étudiants. Je pense qu'on a quand même la chance d'être la promotion, on va dire, marraine d'une série de conventions qui va venir par la suite. On va peut-être former des gens à la facilitation. On va peut-être intervenir, partager nos expériences. On va peut-être aller pas dans des écoles, dans des collèges ou dans des lycées pour parler de notre expérience également.
on va servir d'exemple aussi. Donc il y a tout ce côté-là qui va continuer, je pense. Je suis curieuse de voir, parce que je vais m'investir dedans, ce qui pourrait se passer pour une deuxième convention citoyenne étudiante et de voir comment seront pris en compte nos réclamations, si je puis dire. C'est vrai que ce serait l'objectif de pouvoir avoir plus de filières, plus d'étudiants, d'étudiantes et de pouvoir impliquer plus de monde du coup, au niveau de l'université. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment pousser pour que ce type de dispositif ait une véritable place et qu'il y ait un temps qui lui soit imparti. Pas qu'un temps d'organisation, mais un temps aussi pour que les étudiants puissent se consacrer en fait à ça. C'est-à-dire que s'ils sont tirés au sort, puisque moi je crois beaucoup au tirage au sort, s'ils sont tirés au sort pour travailler, il faut que ça rentre dans leur cursus. Cette approche justement de l'intégration des étudiants dans la transformation de l'université doit faire maintenant partie également des missions de l'université. Et c'est un moyen qui va nous permettre de faire communauté, de se partager en fait les solutions, de se partager la gouvernance, de participer à ce processus en fait, et plutôt au changement de notre université et de nos pratiques. La jeunesse a des idées et a la volonté de les faire aboutir parce que beaucoup se sont portés volontaires finalement pour participer à l'aboutissement de certaines de ces propositions. Et qu'en fait, en tant que citoyen, on peut faire entendre notre voix et on peut avoir un impact si on prend part à ce genre de dispositif.